commissaire, merci pour cette démonstration. Et vous commencez à travailler sur le prochain procès, monsieur. Je vais donc appeler notre premier expert. Et notre premier expert s'appelle Victor Vaknin. Monsieur Vaknin, voulez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Vous auriez pu passer de l'autre côté, ça va être plus simple. Monsieur Vaknin, voulez-vous accepter de dire la vérité, avec la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Monsieur Vaknin, Libet est votre, comment pourrait-on dire, votre fleuron. On peut dire ça comme ça, oui. Libet qui monte, qui monte, qui monte. Ah, c'est pas celui-là. Est-ce que vous avez 2 petites minutes pour nous expliquer ce qu'est Libet et en quoi ça va venir nourrir notre débat sur la qualité de vie au travail? N'attendez pas cette question. Heureusement. Merci d'avoir l'opportunité, pour ceux qui ne connaissent pas encore Libet, et je pense qu'il y en a encore beaucoup dans la salle. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour la 3e fois. Tu n'as que 10 minutes. Hein. Oui, je sais. Et je voudrais le remercier, effectivement, mais j'avais juste une question à vous poser avant de démarrer la cour. Comme ça fait longtemps que je ne suis pas venu, je voulais savoir si vous aviez des nouvelles des entreprises libérées. Non, on a dit qu'on parlait sérieusement ce soir. Bon, alors, donc effectivement, ça fait 10 ans que je suis sur ce sujet-là, avec d'autres amis qui sont dans la salle, et dont je voudrais saluer la qualité et le professionnalisme de ces sujets-là, ils vont parler tout à l'heure. Je suis très content d'être là. Et pour essayer de répondre à votre question, en fait, Libet, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'indice de bien-être au travail, a été, dans ma conception, en fait, vous pourriez dire que c'est pratiquement un jour anniversaire, est sorti quand j'ai vu mon ancien binôme, qui était devenu président de France Télécom, dire un jour à la télévision, c'est quoi cette mode des suicides? Le suicide, c'est l'affaire de la DRH. Et donc ce jour-là, j'aurais pu rester dans mon coin, continuer à travailler pour les fonds d'investissement de Lehman Brothers, puisque à cette époque-là, je travaillais pour Lehman Brothers, dans la haute finance. J'étais un ancien de France Télécom, c'était mon binôme. Et il avait aussi pris comme numéro 2, qui est aussi actuellement dans le procès, ça fait 10 ans, un de mes anciens collaborateurs. Et je ne m'attendais pas à ce que 2 personnes, au demeurant tout à fait normales, professionnelles, puissent en arriver là. Et c'est là où je me suis dit, mais quel est le problème? En fait, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez toutes et tous, il y a 3 priorités. Il y a les coûts, il y a le business, et puis aujourd'hui il y a le digital. Et tout le reste, c'est secondaire. Et tout le reste, on dit, en fait, c'est plutôt l'affaire de la DRH. Alors vous avez une énorme responsabilité, et en fait, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, en fait, il y a un gros trou dans la raquette dans la définition de la norme de la performance. Et il n'y a pas la définition de la performance sociale. Et je dirais toutes les normes comptables, de rentabilité, de finance, etc., sont basées sur les bits, c'est-à-dire la résultat opérationnel, la performance financière. La performance sociale, on ne sait pas ce que c'est. On en parle beaucoup, mais on ne la mesure pas en euros, etc. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment on l'améliore, etc. Et voilà, et c'est sur ce gros désert, je dirais méthodologique et conceptuel, que j'ai voulu balancer les bits avec Libet, et d'avoir une analyse à la fois de la performance économique et de la performance sociale, et de créer un référentiel de vigilance managériale. Voilà, je me suis, en fait, pour arriver à, et j'ai pris bien entendu parti parce que j'avais vécu le drame des questionnaires de France Télécom, vous savez, le problème est arrivé parce que la direction avait un questionnaire orienté, et puis vous aviez l'observatoire
du stress fait par les organisations syndicales. Et je souligne que depuis cet observatoire du stress, des organisations syndicales sont muettes sur ces sujets, QVT, entreprises libérées, chaud et compagnie. Donc vraiment, je les invite à essayer de se mobiliser sur la performance sociale et la vraie qualité du travail, qui est le fondamental de toute la démarche. En fait, dans le système qu'on développe, on distingue 3 types de qualité. La qualité du travail, avec la représentation sociale du travailleur qui veut pouvoir bien faire son travail, le sentiment d'utilité. La qualité du métier, ça c'est la représentation sociale du professionnel. Et l'environnement de travail, c'est la représentation sociale de la personne. Et comme l'a dit la commissaire ou François juste avant, eh bien on n'a regardé que la personne. Ben pourquoi? Parce qu'on est dans un univers où ce qui compte, c'est la carte de crédit individuelle. C'est la psychologie positive, c'est l'individuel, etc. Et tout ce qui peut contribuer à une compréhension d'un collectif de travail, ben ça n'intéresse pas, on ne veut pas le faire. Mais on ne peut pas travailler tout seul. Donc le travail, c'est du collectif. Donc voilà, alors l'IBET, c'est un modèle un peu à la fois systémique. Et en fait, on ne mesure pas, on ne peut pas mesurer la qualité du haut travail, on ne peut pas mesurer l'engagement, on ne peut pas mesurer le bien-être. Tous ceux qui vous disent qu'ils mesurent ce qu'on appelle des fonctions mortes, donc ce qui est positif, vous trompent. La physique, depuis le début de la physique et des sciences, ne sait mesurer que ce qui se dégrade. Donc, l'IBET, il va vous mesurer les non-qualités du haut travail. Et par différence, moins les non-qualités du haut travail vont vous donner la qualité du haut travail. Et une fois qu'on a cette mesure, qu'on sait comment ça se passe, quel type de profil, etc., là, on fait un vrai audit social. Là, on vient et on audite socialement, on rencontre les gens, on a la culture d'entreprise, on regarde ce que les chiffres ont donné de façon objective, comme la performance économique. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas. Mais oui, on va arrêter là la publicité. Mais je voudrais quand même vous rappeler sur un élément. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Or, vous parlez bien souvent, quand on vous lit, de ce que n'est pas la QVT. Exactement. Or, pour vous, qu'est-ce que c'est que la QVT? Alors, je pense que les définitions institutionnelles, vous l'avez dit, la LI, la loi Rebsamen, les travaux de la NAC, sont de bonnes sources. Donc, pour moi, la qualité du haut travail, je distingue 3 types de qualité, je vous l'ai dit. C'est d'abord la qualité du travail, ensuite la qualité du métier et la qualité liée au travail, donc le travailleur, le professionnel, la personne. C'est ça, si vous ne regardez que la qualité du haut travail autour de la personne, ben vous faites l'impasse sur le travail et sur le métier. D'ailleurs, je voudrais faire juste un petit test avec vous. Et rapide. Mais très rapide. Et avec la salle, surtout. D'accord? Je voudrais déclarer 2 affirmations qui vont vous permettre peut-être d'essayer de comprendre un peu, effectivement, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui pour répondre à votre question. Donc, je vais vous déclarer une affirmation, et ceux qui sont d'accord avec l'affirmation lèvent la main. On a tous ici des DRH, donc mon affirmation est la suivante. Le pouvoir du DRH s'arrête à la porte des managers. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Il faut lever la main, si vous êtes d'accord. Oui. 2. Oui, ça, on n'est pas d'accord avec cette 3. C'est-à-dire, ce qu'on constate, c'est que les DRH, en fait, on les appelle sur les compétences. En fait, c'est un peu comme des tours opérateurs. Tours opérateurs, il faut de la publicité pour faire venir les gens, la marque employeur, l'attractivité. Ils arrivent dans le village de vacances. Et puis, après, on les appelle pour les faire sortir. Et entre deux, c'est les choux. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, les managers, les DRH. Et donc, effectivement, leur limite, c'est de pouvoir dire aux managers, expliquer aux managers que la qualité du travail, avec la qualité du métier du travail, c'est d'abord le rôle du manager. Et la deuxième, voilà, donc, la deuxième affirmation.
C'est une affirmation, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont levé la main, j'ai déçu, peut-être que ça ne se passe pas comme ça chez eux, mais effectivement, la limite du pouvoir d'intervention des DRH, c'est vraiment de s'arrêter au port des managers. Pourquoi? Parce que les managers découvrent la QVT le jour où ils découvrent leur burn-out. Avant ça, ils sont dans le business. Et donc la vraie limite aujourd'hui de cette démarche, c'est d'impliquer les managers sur la réalité du travail. À mon avis, c'est le chantier. Voilà. La deuxième. Vous avez dit deux. Alors Madame l'a dit, c'est vraiment le vrai challenge des DRH, c'est d'impliquer les managers dans cette démarche, puisqu'ils sont dans le déni. Alors ils étaient dans le déni des RPS, donc la QVT est venue encapsuler les RPS, etc. Et c'est vraiment là, le vrai levier, c'est ça. Voilà. La deuxième. Monsieur le procureur, on va faire le pass de la deuxième. Et c'était un peu ce que j'ai dit sur les managers. Monsieur le procureur, vous avez une question? Alors, ma question c'est, vous voulez Je dirais prendre tout à l'heure. plus sérieusement, monsieur Agnew. Vous parlez de business, vous parlez de business, vous parlez du client. Ça reste toujours de toute façon la tête, dans la tête des managers, des dirigeants. Vous parlez de performance. Mais de toute façon, la QVT, c'est pas simplement un outil et un élément de la performance. D'ailleurs, vous-même, vous cherchez à quantifier. J'ai vu différents papiers, d'ailleurs extrêmement bien écrits, bon, ça revient, sur la quantification d'une mauvaise qualité de travail de votre part. Il n'y a qu'une lecture économique qui peut faire bouger les choses. C'est une bonne question, parce qu'il me semble, en tout cas, avoir été dirigeant on m'étant posé la question, je pense que il m'a semblé que j'ai fait un pari, un peu comme d'autres, qui s'appelle Pascal ou d'autres, j'ai fait un pari que pour faire bouger les choses, pour les dirigeants, c'est l'euro, c'est leur montrer qu'est-ce que ça coûte la non-qualité de leur travail. Voilà, qu'est-ce que coûte le désengagement. Et puis d'arrêter de balancer des enquêtes sur l'engagement qui sont tout à fait unidirectionnelles, comme si l'engagement ne pouvait venir que des salariés. L'engagement, vous l'avez dit aussi madame, ne peut être que réciproque. On ne peut pas, quand vous engagez en amitié, en couple, dans une entreprise, c'est toujours avec une contrepartie. Et donc, pour répondre à votre question, monsieur le procureur, oui, en fait, l'idée c'est de dire les entreprises doivent formuler leur engagement réciproque et ils peuvent le faire sur la qualité de nos travail. C'est-à-dire de donner à la qualité de nos travail une ambition qui va venir alimenter ce qui est maintenant à la mode, vous l'entendez parler, c'est la raison d'être des entreprises. Alors ils sont en train de tous se prendre en verre, social, etc. Et je pense qu'effectivement, pour que la QVT ne puisse pas être accusée ce soir, il me semble que si on formulait une nouvelle ambition des entreprises en disant notre engagement réciproque à votre propre engagement dans l'entreprise, c'est de co-construire avec vous une qualité de vie au travail qui respecte le travail, le métier et l'environnement de travail et qui ne se perd pas, qui ne se disperse pas dans ces fantaisies ou ces cosmétiques qui vont être éclairés d'ailleurs, je pense tout à l'heure avec l'enquête qui va être présentée sur les nouvelles applications digitales du bien-être au travail. Et ces données se mettent la qualité de vie au travail non pas comme une conformité sociale ou comme une mode, mais comme une ambition. Et une ambition, si vous ne la chiffrez pas... Monsieur Vatni, madame de place, vous avez une question? Pas de question? Maître. Oui, juste une petite question. Ça fait plusieurs années que vous faites cette mesure en utilisant cet indice. Est-ce que vous constatez plutôt une amélioration ou une détérioration du bien-être au travail? Eh bien, non, en fait c'est assez stable. On est toujours autour d'une dégradation de l'ordre de 25 points de masse salariale. On est toujours, le coût représente à peu près, on va faire paraître l'étude prochainement de 2018-19, autour de pas loin de 15 000 euros par an et par salarié. Ça fait à peu près 13% du PIB. Voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. Il n'y a pas d'amélioration. Maintenant, dans les entreprises, ça c'est au niveau macro national, je suis l'avocat,
Maintenant, quand on rentre dans les entreprises et qu'on déploie la démarche, et que les gens le font vraiment sérieusement, eh bien, à ce moment-là, ça s'améliore. Mais d'un point de vue national, ça reste toujours à un indice à peu près à 0,75, alors que pour qu'il soit correct, il devrait être à 0,85. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des non-qualités, il est normal qu'il y ait des engagements, mais dans une mesure assez limitée. Donc on ne perd pas plus de 15 points de masse salariale, on reste dans un système vivant, c'est normal qu'il y ait des pertes. Voilà, donc ça s'améliore. Monsieur Vaknin, merci beaucoup. Merci à vous.